Bonjour à toutes et à tous, ici le professeur Rachidi. Alors une question pour vous. Saviez-vous que l'une des clés de notre attirance pourrait être inscrite dans nos mains? Et ce, bien avant notre naissance. C'est une découverte assez fascinante. Aujourd'hui, j'ai justement décrypté pour vous, la communauté de la Skills Schooling Academy, les dernières recherches sur ce sujet. On va plonger ensemble dans ce que la science a à nous dire. Imaginez ça un instant. Et si un indice, vraiment surprenant, concernant qui nous attire, se trouvait littéralement au bout de nos doigts? Ça semble fou, non? Eh bien, c'est pourtant le point de départ d'une exploration passionnante au cœur de la biologie humaine. Alors, regardez vos mains une seconde. On parle ici de quelque chose que les chercheurs appellent le ratio 2D-4D. En gros, c'est le rapport entre la longueur de votre index et de votre annulaire. Statistiquement, chez les hommes, l'index est souvent un peu plus court que l'annulaire. Chez les femmes, ils ont tendance à être de longueur plus ou moins similaire. Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne, et c'est souvent plus net sur la main droite. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette petite différence pourrait être l'écho de processus bien plus profonds, qui se sont joués bien avant notre arrivée au monde. Cette simple observation, elle a vraiment piqué la curiosité d'un chercheur, le docteur Mark Breedlove. Vers la fin des années 90, il s'est dit « Et si ce ratio, ce n'était pas juste un hasard ?» Et ça l'a poussé à monter une étude qui a vraiment marqué les esprits. Ok, mais comment on fait concrètement pour mesurer les mains de milliers de personnes de façon fiable et surtout anonyme? Eh bien, l'équipe de recherche a eu une idée brillante, basée sur une observation très simple du docteur Breedlove. En proposant des tickets de loterie dans des foires de rue, ils ont réussi à collecter des milliers de questionnaires anonymes et de photocopies de mains. C'est simple, mais fallait y penser. Et alors là, les résultats, ils étaient vraiment frappants. L'étude a montré que, en moyenne, les femmes lesbiennes avaient un ratio de doigts considéré comme plus masculin que celui des femmes hétérosexuelles. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'on n'a trouvé aucune différence notable entre les hommes gays et hétéros. Ces découvertes, qui ont été confirmées et reconfirmées depuis, pointaient toutes dans la même direction. Notre environnement dans le ventre de notre mère. D'accord, mais quel est le lien entre la longueur de nos doigts et qui nous attire? La réponse, en fait, elle se cache dans une sorte d'empreinte hormonale qui a été laissée bien avant notre naissance. Il se trouve que l'exposition à la testostérone dans l'utérus a ce que les scientifiques appellent un effet organisateur. En gros, ça vient sculpter, organiser le cerveau et le corps du fœtus. Et cet effet, qui a lieu des années avant qu'on ait le moindre béguin, pourrait en quelque sorte préparer le terrain pour nos préférences futures. Mais attention, le ratio des doigts n'est qu'une seule pièce du puzzle. D'autres découvertes, complètement indépendantes, viennent appuyer cette idée d'une influence prénatale. Et pour ça, on va regarder du côté du cerveau et de notre ordre de naissance. C'est exactement ce genre de lien entre la biologie fondamentale et ses manifestations concrètes que nous explorons en profondeur à la Skills Schooling Academy, parce que comprendre ces mécanismes est essentiel dans les métiers de la santé et de l'esthétique. Alors voilà un fait qui est considéré comme l'un des plus solides dans ce domaine de recherche. On l'appelle l'effet de l'ordre de naissance fraternel. C'est simple, plus un homme a de grands frères biologiques, plus la probabilité qu'il soit gay augmente. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait que ce n'est pas un effet social, parce que ça marche même si les frères ont été élevés séparément et ne se sont jamais connus. Ce graphique l'illustre très bien. Pour chaque frère aîné né de la même mère, les chances qu'un homme soit gay augmentent d'environ un tiers. Alors oui, les pourcentages absolus restent faibles, mais cette progression statistique, elle, est incroyablement constante et significative pour les chercheurs. Mais comment expliquer ça? L'explication la plus probable est purement biologique et elle est fascinante. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'immunisation maternelle. En gros, à chaque grossesse d'un garçon, le système immunitaire de la mère est exposé à des protéines masculines. Il peut alors réagir en développant des anticorps, et lors des grossesses suivantes, ces anticorps pourraient traverser le placenta et influencer très légèrement le développement du cerveau du fœtus. C'est un mécanisme biologique, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Bon, si les hormones et la réponse immunitaire façonnent notre développement, on devrait logiquement en voir des traces dans le cerveau, n'est-ce pas? C'est précisément ce qu'un neuroscientifique, Simon Levet, est allé vérifier. Il a trouvé une différence de structure dans une toute petite partie de l'hypothalamus, une zone pas plus grosse qu'un grain de sable. Son étude a montré qu'un noyau bien spécifique, l'INH3, était en moyenne plus petit chez les hommes gays. En fait, sa taille était similaire à celle que l'on observe chez les femmes hétérosexuelles. C'était une preuve de plus, une corrélation biologique qui pointait vers une différence dans le développement même du cerveau. Ok, on a vu le ratio des doigts, l'ordre de naissance, la structure du cerveau, on a pas mal d'indices. Mais là, il y a un point absolument capital à comprendre sur la manière d'interpréter tout ça.
En science, une moyenne de groupe n'est jamais un destin individuel. C'est crucial. Cette citation du Dr Breedlove lui-même, elle résume l'idée à la perfection. Statistiquement, la grande majorité de la population est hétérosexuelle. Donc, même avec tous ces indices biologiques, on ne peut absolument pas deviner l'orientation d'une personne. C'est toute la différence entre une tendance statistique observée sur un grand groupe et une prédiction certaine pour un individu. Pour que ce soit plus clair, imaginez la météo. Un météorologue peut dire qu'il y a 80% de chances de pluie sur une région. C'est une information super utile pour la population. Mais il ne peut pas vous dire avec une certitude de 100% si une goutte de pluie va tomber précisément sur votre tête. C'est pareil ici. Ces marqueurs sont puissants pour comprendre les tendances d'une population, mais ce ne sont absolument pas des boules de cristal. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Mon analyse est la suivante. On a de multiples faisceaux de preuves qui convergent tous pour suggérer fortement que notre biologie joue un rôle majeur dans la construction de notre attirance. Des facteurs comme les hormones prénatales ou la réponse immunitaire de la mère ne sont pas anecdotiques, ce sont des éléments qui remettent sérieusement en question l'idée que l'orientation sexuelle serait un simple choix de vie. Comprendre ces bases biologiques est fondamental et c'est exactement ce genre d'expertise avancée que nous enseignons à la Skills Schooling Academy. Si vous voulez maîtriser ces techniques et vraiment booster votre carrière dans la santé ou l'esthétique, je vous invite à vous inscrire à nos prochaines sessions de formation. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et cette recherche, elle ne ferme pas le débat. Bien au contraire, elle ouvre des questions encore plus profondes. Si notre biologie écrit la première version de l'histoire de notre attirance, comment nos expériences, notre culture, nos choix viennent-ils ensuite la modifier, l'enrichir ? C'est là que toute la complexité de l'interaction entre nature et culture prend son sens pour façonner qui nous sommes.